Il y a des sagas de films qui se contentent de musique la plus reconnaissable du monde, genre Star Wars 007, mais j'ai mieux, le rythme le plus connu du monde. Je prenais souvent ce film pour exemple pour montrer que la musique peut ajouter vachement dans un film et donner beaucoup de sens. Quand t'emmerdais tout le monde gratos. Alors non, j'attendais au moins d'abord qu'ils me disent qu'ils aimaient un peu les films. Et là, c'est le drame? Et en fait, je présentais un peu les choses comme ça. Et là, les deux, ils se retrouvent dans un parking. Vide. Donc là, effectivement, il n'y a pas de fantôme, il n'y a pas de menace, donc théoriquement, tout devrait aller bien. Et là, on ne le voit pas, mais on sait. Sauf qu'en fait, ça fait pas du tout. Et c'est mon film préféré. Donc Terminator 1 de 107 minutes, sorti en 1984, est le premier film réalisé par James Cameron. Et non, Piranha 2 ça compte pas, il est arrivé sur la fin et il a pas servi à grand chose au niveau de la réalisation. Avec un tout petit budget de 6,4 millions de dollars, pour de la SF, vraiment c'est pas grand chose. Et croyez-moi, cette info elle va beaucoup revenir dans la vidéo. Alors si aujourd'hui c'est un méga classique du genre, tellement qu'on surnomme des persos qui veulent jamais mourir des Terminator, à l'époque, vraiment personne attendait ce film. Durandal a eu l'occasion de dire que c'était seulement pour tester la réalisation de James Cameron avant de lui donner le vrai film qu'il voulait réaliser, c'est-à-dire Alien 2, ou Aliens. La loose. Donc du coup je l'ai appris que très récemment en préparant la vidéo, mais du coup mon film préféré avait un budget ridicule pour de la SF, et le mec, Easy, bon peut-être pas Easy, faut pas rigoler, hein, le mec il te sort Uber fucking Terminator 1 quoi. Pour vous donner un ordre d'idée à quel point il n'y avait pas de budget, tu les scènes dans les rues malfamées de Los Angeles, elles sont tournées dans les vraies rues malfamées de Los Angeles, en tournage guérilla, c'est-à-dire en speed avant que la police elle arrive, sans aucune sécurité, sans aucune autorisation. Toute l'équipe elle flippait grave parce que le coin était pas du tout sécurisé, et les personnages principaux qui étaient genre à poil, de nuit, dans une vraie rue malfamée de Los Angeles. Et puis genre, il y a un certain nombre de passants, c'est des vrais passants qui comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Au passage, super le droit à l'image, évidemment. Ah, et puis le dernier plan iconique du film, c'est une route industrielle où presque jamais personne passait, évidemment sans autorisation. Il y avait que l'actrice Linda Hamilton, le caméraman et un stagiaire pour faire le boom guy, pour tenir le micro, et ils se sont fait pincer par un flic du coin. C'était pas vraiment un flic, c'était un mec de la sécurité. Et ils ont dû bidonner une excuse que leur fils, le stagiaire, il devait tourner un projet de fin d'année pour son école de cinéma, et le gars, il a laissé faire. Oh, le tournage. Oh là là. Et puis, putain, Terminator 1, les gens. Terminator 1. Terminator 1, le truc qui va créer une saga entière. Bon, pas tous, on est d'accord, mais bon, quand même. Et genre, quand le Terminator, il s'éteint définitivement, c'est un reshoot Lidl, lui aussi. Il y avait pas le temps ni d'argent, donc du coup, ils ont pris 2 bouts de polyester qu'ils ont bombés en peinture métallisée, ils ont pris des bouts de ferraille qui traînaient un petit peu, et la fumée, à la fin, c'est un mec qui fume sous la caméra. Et c'est devenu un plan iconique que tout le monde connaît. Terminator 1. Terminator 1, les gens. Cool, mais tout le monde s'en fout, Cédric. C'est quoi le rapport avec le concept? Elle est où, la musique? Le son? On y arrive. Doucement, mais on va y arriver. Parce que si je veux parler correctement du film, et de la musique de film, et de ce que fait la musique dans le film, je vais devoir un peu parler du film lui-même. Ce que je fais pas toujours, d'ailleurs. C'est pour ça que, surprise, nouveau chapitre. Donc dans ce chapitre, je vais mettre tout ce qui concerne pas directement le son, donc ça inclut tout ce qui a pu être dit précédemment, mais aussi la direction d'acteurs, les décors, les maquillages, etc. Et on va s'échauffer un petit peu par 3 anecdotes tranquillou avant d'aller titiller un peu les rageux. Parce que j'aime bien ça. Anecdote numéro 1, qui a un rapport indirect avec la musique. Vous avez peut-être remarqué que dans le club de danseurs, le tech noir, tous les danseurs ne dansent pas sur le même rythme. Il y en a qui ont carrément l'air de pas danser sur la même musique. Et mon père à l'époque, comme quoi rien ne sort du néant, m'avait raconté que en fait la scène était tournée sans musique, en tout cas pas sur le plateau, parce que les faux raccords de musique enregistrés par les micros normalement pour les acteurs, c'est vraiment insupportable. Tant que ça. Ah ouais, je te jure. J'avoue que ça pique les oreilles. Et toi encore, t'as même pas d'oreille, donc imagine nous. Ah. Anecdote numéro 2. Le
petit cul de Schwarzy. Parce qu'on a quand même de très jolis plans avec le cul d'Arnold Schwarzenegger au top de sa forme physique. Hein. Alors qu'il soit nu ou moulé dans un pantalon en cuir, c'est pas grave. Et pourquoi je le note ici? Bah parce que ça a disparu à partir du deuxième film, et je comprends pas pourquoi. Pourquoi c'est présent dans le 1 si on s'en débarrasse assez vite, alors que, bah putain, deuxième plan après l'apparition du Terminator, un butt shot incroyable. Et pareil dans l'attaque du commissariat, et là on n'avait pas l'excuse de on savait pas encore que ça serait le méchant. Pourquoi ces plans si c'est pas pour créer un genre d'ambivalence à la fois terrifiant et attirant? Et dans ce cas, pourquoi l'enlever du 2? Bon, ok, celui-là, il est beaucoup plus family-friendly. À ce niveau-là, on est quasiment sur la censure YouTube. Et encore, je suis même pas sûr qu'il y ait un téton féminin dans le 2. Peut-être même pas dans le 1, en fait. Peut-être, je sais pas. Anecdote numéro 3, le petit cul de Schwarzenegger qui pourrit un peu avec le temps, vu que déjà dans la scène de l'hôtel, on voit que les mouches, elles commencent à lui tourner autour. Et pendant la poursuite en camion, on voit clairement qu'il est plus très frais quand même. Hein. Et ça montre bien que son enveloppe organique pourri, ce qui, pour moi, sous-entend un truc hyper intéressant, c'est qu'il y a un jeune et fringant Schwarzenegger du futur qui a dû être fraîchement dépecé et enfilé comme une combi avant d'arriver dans le passé. Aspect du film qui, évidemment, sera absent de la suite, hein, vous imaginez bien. On ne peut jamais s'amuser. Je te le fais pas dire parce que vraiment c'était un aspect que je trouvais hyper intéressant, mais c'est sûr que c'est pas très family friendly. En tout cas, clairement pas pour le 2. Et maintenant, pour votre plus grand plaisir, le croustillant. Le trope du kidnapping comme romance. Pop Culture Detective en a fait une vidéo qui est hyper intéressante, mais c'est en anglais. Sinon, il y a Horizon Universe, qui, malgré le nom en anglais, est une chaîne en français, qui en a parlé dans la vidéo sur The Passenger. Tout ça pour dire que ce concept, je le sors pas de mon chapeau, ça vient bien de quelque part. Le wokisme. Alors, je rappelle au passage, effectivement, que c'est mon film préféré, mais que, bah, faut voir les choses en face, hein. On est complètement, mais alors, complètement dedans. Il n'y a pas aucun moindre doute. Et pourtant, j'ai tout essayé, hein, j'ai tortillé dans tous les sens en mode « Oui, mais est-ce qu'il avait le choix? Puis un robot tueur, puis c'est la fin du monde, c'est la guerre, puis il est bien obligé de la secouer là quand même, hein. Et puis ils peuvent bien tomber amoureux quand même, non? Et puis l'adversité, ça crée des liens. » Te voir justifier la violence et la séquestration sous couvert de protection et d'amour. C'est beau. Tu te conformes enfin à la vision du couple au cinéma. Alors, en fait, je suis justement en train d'expliquer pourquoi c'est pas une bonne chose. Pour être plus précis, le problème, bah, c'est justement que ça pose de problème à personne apparemment. Ni les personnages, ni le film. Je doute pas une seule seconde que James Cameron a mis ça dans son script parce que c'est une romance hétéro entre personnages principaux dans un film, et surtout dans les années 80 et 90, c'était obligatoire tellement il y en avait partout. Et ce trope, justement, c'est un trope classique, hein. Il est pas que dans Terminator 2, il est pas le premier à l'avoir fait, donc voilà, il a intégré comme un concept de base qui était beaucoup utilisé à l'époque. Un peu comme le cliché du père de substitution qu'il y a dans le 2, qui fait aucun sens pour moi. Parce que, c'est un robot tueur. Enfin, je veux dire, même reprogrammé, il devrait au moins tuer des gosses, juste histoire de faire du passage pour John Connor, quoi. Bref, on va aussi laisser sous le tapis le fait que Kyle il fait probablement plus que regarder amoureusement la photo de Sarah Connor dans le futur dystopique et apocalyptique, dans ses heures les plus sombres et solitaires. Déjà parce que c'est un beau gosse, c'est pas un gros bof, et surtout parce qu'on a appris à le connaître avant d'arriver à cette scène. Mais bon, quand même, le mec il retourne dans le passé pour sauver son fantasme, en la capturant, en lui foutant une pression de dingue, et en la modelant sûrement à l'image qui s'en faisait depuis le futur, enfin depuis le passé, mais enfin pour lui le passé, mais pour nous le futur, et rien. Pas de soucis, je t'en prie, fais comme chez toi, installe-toi là, on est entre amis, tu veux l'apéro? Tout le monde s'en bat les couilles. Alors, je sais, tout le film tente justement de t'expliquer à quel point c'est raisonnable, pour la survie, blabla, mais justement, il faut toute l'histoire du film pour essayer uniquement de rendre ça raisonnable, acceptable, voire romantique, parce que quand même il n'y a pas une seule fois où elle montre du consentement autrement que par la pression ou la menace. Come on! Do exactly what I say. Do you understand? Please, don't hurt me. Just let me go. Listen. Bref, le kidnapping comme romance, c'est pas de la romance. Ça en a l'apparence uniquement parce que personne fait remarquer le contraire. Mais Cédric, rien n'existe tant que personne ne le fait remarquer. Ta phrase n'a pas de sens. Enfin, le problème apparaît pas spontanément parce qu'on en parle. C'est parce qu'il y a un problème que justement on est en train d'en parler. Puis allez voir Pop Culture Detective et Horizon Universe, leurs chaînes sont vachement bien,
Mais après cette vidéo. Parce que là, de suite, on est un peu occupé, là. En plus, il va falloir que je me prépare aux commentaires. Pourtant, tant que tu ne lui dis rien à elle, il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? Tu en profites bien, non? Justement, c'est bien ça le problème. Sinon, remercions tous Melena Khan qui a trouvé le nom de l'inaudible parce que sinon on était parti pour le non sonore. Quel nom de merde! Alors, je te le fais pas dire. D'ailleurs, Melena Khan est la créatrice et administratrice du Discord et de la page 404 Tendances Perdues que j'ai rejoint récemment. Enfin, façon de parler, hein, évidemment, à la Cédric. Le 404 Tendances Perdues, c'est une plateforme massivement multijoueur où des héros youtubeurs avec chacun des compétences uniques s'affrontent dans des vidéos hyper intéressantes avec des gameplays variés comme par exemple Necrolaya la nécromancienne qui ressuscite des hordes d'anciennes stars oubliées avec son bonus plus 20 en costume, Melena Khan la destructrice qui ne jure que par la force pure, Cédric le barde barbu, carte ultra rare avec sa compétence dévastatrice Moi je connais une chanson. Et si vous n'êtes pas fan de PvP, vous pourrez toujours explorer son incroyable mode histoire opposant le 404 à la mystérieuse lampe maléfique. Chaque champion aura son propre arc narratif, comme Mec le barman de l'apocalypse, avec son développement émotionnel et ses réflexions philosophiques profondes. Et si jamais tout ça, ça reste encore trop violent pour toi, il y a des salons généraux ou dédiés pour faire une petite pause café, et une super commu et une ambiance bienveillante qui prône l'entraide. D'ailleurs, cette séquence est montée par un des membres de cette communauté. Merci Captain Lorelei. Tu ne sais pas par où commencer? Pas de panique! Mephiléon, la Mind Flayer, lit littéralement dans l'esprit de tes personnages. Elle connaît sa boisson préférée, le nom de son chien, sa trajectoire de vie et ses prochains mouvements. Tu es sur le point de te retourner et de dire Nani? Nani? En suivant le lien dans la description, vous commencerez avec 1000 pièces d'or, 2 tours de gacha offerts et en bonus exclusif, le leader de la nouvelle faction d'Igia, Olama, l'analyste omniscient. Experience tranquility. Alors n'attendez plus pour... Cédric, on se fixe. C'est quoi le budget de com? Ce montage de fou, c'est fixe hallucinant. Alors c'est carrément stylé, je te l'avoue volontiers, mais je te rappelle que le projet 404, c'est un projet de création de communauté, de découverte, de mise en avant de youtubeurs au format unique ou de sujets de niche, purement bénévole et sans ambition entrepreneuriale. Car on n'a pas de thunes. On a beau avoir 24 créateurs, allant des vidéastes parlant de balades classiques, aux reportages narrés sur des personnalités du net, en passant par des émissions parlant de jeux de plateau, personne n'a de thunes. On parle tous de sujets que la majorité des gens ne trouvent pas, ni ne cherchent d'ailleurs. C'est même pour ça que le projet 404 est né, pour pouvoir proposer aux gens plus facilement du contenu qui sort de l'ordinaire, et qu'ils ne connaissent pas pour renouveler leur abonnement YouTube. Donc, crois-moi, tu devrais te calmer un peu sur le budget de ces sponsors. Parce que tout ça, là... c'est de ta poche que tu le payes. Bref, venez sur le 404, on est bien. Et sans transition... Le film te fait sentir constamment qu'il ne te lâchera pas avant la fin du film, par la mise en scène évidemment, mais aussi par la musique, qui joue un petit peu au sound design avec des drones même quand il se passe rien. Et pour ceux qui se demandent, un drone c'est ça. Le but évidemment c'est d'avoir l'impression que le Terminator peut apparaître à tout moment. Donc c'est intéressant de voir quand il ne le fait pas. Par exemple, dans la scène du commissariat, après l'apparition du Terminator et les tentatives d'assassinat, l'héroïne se retrouve dans ce qui devrait être l'endroit le plus protecteur et le plus rassurant de l'époque. Vous noterez l'ironie d'à quel point c'est devenu anachronique maintenant, surtout aux États-Unis. Cette séquence, vraiment, elle est faite pour pouvoir enfin respirer un petit peu, pour reprendre la respiration. La menace semble vraiment loin. LOL. Remarquons aussi que l'aspect kidnapping et violence, bah ça reste assez secondaire, hein. On se demande s'il est fou ou pas si le geste est problématique. Dans les deux cas, c'est un faux espoir. Le Terminator va tuer tout le monde, sous-entendu, rien dans le monde moderne ne pourra les protéger. Ce qui est aussi appuyé par la musique et le sound design. Bon, ça on y reviendra. Donc finalement, il y a peu de silence, et même quand ils sont là, c'est plutôt pour montrer la fragilité du quotidien, le calme avant la tempête un petit peu. Bon, on a également la scène de présentation de Sarah qui n'ont pas de drone, mais comme on a... Qui c'est qui fait le montage là? Parce que bon, me couper au milieu des phrases, hein, non? Allô? Bref. Pour faire ressentir un faux sentiment de sécurité, quand la musique et la mise en scène ne mettent pas la pression, le bruitage vraiment c'est essentiel. Parce qu'il est généralement rassurant. Si tu te balades en forêt et que soudain t'as plus de bruit,
fais gaffe à ton cul. Donc le vrai silence, le silence total, il fera plus ressentir du danger, de l'inconfort, plutôt que de la quiétude. C'est pour ça que la scène du commissariat, elle est bruyante. Il y a beaucoup de bruit de téléphone, il y a un brouhaha constant qui se passe derrière les murs. On comprend qu'il y a du monde, qu'il y a de la vie dans ce commissariat, et donc que Sarah devrait être en sécurité. Et vous noterez l'ironie dramatique, vu que nous, spectateurs, on sait que c'est faux. Et aussi, tous ces bruits, ils permettent de remettre un petit peu les pieds sur la terre ferme, parce que c'est des bruits de la vie réelle, du vrai. Enfin, de l'époque, parce qu'aujourd'hui c'est un peu kitsch, mais bon, ça marche aussi parce que on sait que c'est des bruits de l'époque, et la mise en scène rend évident que c'est des bruits normaux du quotidien. Alors sinon, justement, à l'inverse des bruits qui se voudraient rassurants, on ressent bien l'évolution du danger ressenti par le Terminator au fur et à mesure du film, et parce qu'il fait de plus en plus de bruit. Comme j'ai pu le dire dans une vidéo précédente, le volume est un indice du danger. Donc, plus c'est fort, plus c'est dangereux. Concrètement, dans le cas qui nous intéresse maintenant, le robot tueur, il commence tout simplement par éventrer un mec à main nue, ou ganté de chair. Et ça se passe quasiment sans bruit et sans jumpscare. Bah, un petit peu une fois que c'est arrivé, mais effectivement, on est vraiment surpris parce qu'on est au début du film et rien n'indique ce niveau de danger et de mortalité du machin. Et donc, étant donné que la musique nous fait comprendre que c'est surprenant mais ne s'emballe pas, on comprend qu'en plus, ce niveau de danger, c'est le niveau minimum du machin, quoi. Au moins, on comprend dès le début du film qu'il est le gentil. C'est ironique, n'est-ce pas ? Si ça te fait plaisir. Alors non, là on est sur un concept de base, donc on va pas... Donc après ça, le héros comme les méchants vont tous les deux trouver des fusils assez facilement, États-Unis hein, évidemment, et je dois avouer que j'aime vraiment beaucoup le son des coups de feu dans ce film. Le son des armes à feu dans les années 80, ils avaient un côté factice à cause de la surcompression. Et là je me rends compte qu'en fait si je rentre pas un minimum dans le détail, ça va pas être clair pour beaucoup de monde. Sauf qu'ici, en fait, on est sur un détail un peu technique, un peu velu pour les gens qui n'ont pas du tout l'habitude du son. Et vu que j'en parle souvent et que jusque-là, je suis pas rentré dans les détails, on va plagier un petit peu y penser et on va ouvrir une parenthèse. Évidemment, je vais pas rentrer dans les détails de comment ça marche, en vrai, ça prendrait beaucoup trop de temps et ça serait beaucoup trop technique, il n'y a pas besoin d'aller jusque-là pour cette vidéo, et il existe suffisamment de vidéos qui traitent exclusivement du sujet. Et vous irez checker après, parce que là, on est occupé ici. J'ai dit n'y allez pas, mais il va pas. Non, pas toi, lui. Non, lui. Au fond, oui, toi. D'ailleurs, je trouve que tu es pas très attentif depuis le début de la vidéo, hein. Ouais, méfie, hein. Donc on va illustrer par des exemples, ça sera suffisamment parlant. Ça, c'est le bruit d'un coup de feu sec, sans effet. On voit très bien ici la dynamique brutale dont je parle souvent. Au début, silence complet, le pic du volume est atteint hyper vite, on appelle ça l'attaque, puis ça baisse également super vite, on appelle ça le decay. On reste à ce volume un moment, cette phase c'est le sustain, puis retour du silence, on appelle ça le release. Il faut imaginer que absolument tous les sons qu'on peut entendre peuvent être décrits en termes de dynamique par ces 4 phases. Et le compresseur, comme toutes les machines ou logiciels qui influent sur la dynamique d'un son, va influencer ces 4 phases, surtout les 2 premières, sans tout contrôler complètement. Il va compresser pour que la différence entre le haut et le bas soit moins forte. Alors les sound guys, calmez-vous, je sais que la compression c'est pas exactement ça, ça peut servir à plein d'autres choses, je sais. Mais le récap, ça s'adresse à des gens qui ne connaissent pas le son, ou très peu. Donc, dans le cas qui nous intéresse ici, c'est principalement sur ça que ça va jouer. Donc ça, c'est le bruit du même coup de feu, mais après les effets. Et pour la blague, on appelle ça le wet. Littéralement mouillé, contrairement au son sec de tout à l'heure. Donc là, on voit que l'attaque est toujours aussi brutale, parce qu'il faut garder de la dynamique, mais moins forte qu'avant. En comparaison, après le decay, le sustain est plus fort. La différence un peu gommée entre les deux rend le tout de manière générale plus fort et plus fat, donc plus impressionnant. Mais on entend que c'est plus vraiment naturel comme son. Donc c'est cool, mais moins réaliste. Et bah dans les années 80, c'est le paroxysme de ça. Écoutez un petit peu à quel point c'est fake, jusqu'à être kitsch. Ah le kiff. Fin de la parenthèse. On en était où? J'ai perdu le fil. Alors j'expliquais la progression du danger ressenti du Terminator par rapport au volume du son. Donc on avait commencé par l'éventration à main nue, le mec ganté de chair humaine qui s'est fait dans le quasi-silence. Puis ensuite on est arrivé aux armes à feu, dont la première victime c'est le vendeur d'armes lui-même. Donc à cette étape-là, on a ça. C'est fake à mort, c'est assourdissant et dévastateur et jouissif. C'est fort, donc ça fait peur, donc les héros humains y seront plus fragiles.
Rambo, il a pas peur des balles vu qu'il fait plus de bruit lui-même en craquant ses articulations, comme j'ai pu le dire dans la vidéo sur 1917. Parce que quand ton personnage principal il fait ça, tu sais déjà que le héros c'est un surhomme invincible. Ici, il faut imaginer que même les cris de Sarah, donc littéralement un dialogue, sont couverts par les bruits de fusil. On reprend un peu de quotidien faussement rassurant? La voix de la maman au téléphone qui te rassure, alors que c'est pas ta maman au téléphone. Non seulement il est dangereux, mais... Oh coucou toi. Aïe aïe aïe. Oh t'es tout frais, tu viens de dehors. Donc non seulement le mec il est dangereux, mais en plus c'est un FDP sans cœur parce qu'on avait dit pas les mamans. Oh oui. Je pense que ça veut dire qu'il faut une pause. Tant pis, au pire je vais recommencer de tourner demain. Hop, allez, pause. Notez aussi l'ambivalence du volume de cette scène, le club avec tout ce bruit, tout ce monde qui aurait dû être rassurant, qui finalement fait tellement de bruit qu'il empêche Sarah d'entendre le ton bizarrement froid de sa mère. Ou alors, sa mère est une grosse pute. Pas les mamans, on avait dit. Donc encore une fois, comme souvent dans les films, un bruit fort, c'est égal à un danger. Après ça, on step up encore dans le danger avec la course-poursuite en voiture. Le crissement des pneus montre le danger du poursuivant, évidemment, mais également de la conduite elle-même au milieu de la route avec toutes les voitures qui passent. Plus gros et plus bruyant que la voiture, on a le camion qui finit de poursuivre les héros à pied. Donc là, on sent bien la fuite dérisoire des humains fragiles face à une machine qui les dépasse de beaucoup. Et puis, boum, le camion citerne qui explose. Rien ne devrait être plus bruyant que ça. On a atteint le maximum, théoriquement, de la peur qu'on devrait avoir. Je veux dire, on a même eu le crescendo de la musique qui est arrivé jusqu'à la folie à ce moment-là. Enfin, faut imaginer la pression que ça met au moment du film, c'est un truc de fou. Sauf que Terminator 1, c'est un film d'horreur. Un film de monstre même. C'était distillé derrière le suspense et l'action, mais soudain, à partir de maintenant, on va commencer à basculer. La limite du raisonnable et du quotidien normal, vraiment, elle disparaît. Alors oui, on a vu la guerre du futur, hyper bruyant d'ailleurs, avec les machines de guerre et les lasers, mais là, on est dans le monde réel. Et là, le Terminator qui perd tous ses aspects humains, vraiment, on passe vraiment dans le monstre, là on a vraiment basculé. Non seulement il est terrifiant, mais chaque mouvement est bruyant, froid et inhumain, avec sa jambe qui a un problème là, qui tire un peu la patte. Explosion, quand même. Jamais le méchant aura fait autant de bruit à chaque mouvement. Maintenant, il n'a jamais été aussi menaçant. Pas ses armes, pas les voitures, lui. Et encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que on ne fait que découvrir son danger réel. Bref, quand le bruit ne suffit plus à représenter une menace, quand le Terminator lui-même n'a plus besoin de bouger parce qu'il tient littéralement Sarah dans sa main, sa gorge pour être précis. C'est à ce moment-là que la musique prend le relais. Alors ça tombe bien parce qu'il était temps d'en parler, mais je vais juste finir cette partie par... Putain, encore une fois, le film, il a pas de budget. Encore une fois, 6,4 millions, c'est rien pour un film de SF. Et non seulement c'est bien filmé, non seulement les effets spéciaux sont ouf, mais en plus, la boîte de bruitage s'est vraiment sorti les doigts du cul pour faire un travail vraiment intéressant et signifiant sur le film. Vraiment, j'ai rarement l'occasion de pouvoir en parler autant, et surtout de pouvoir montrer à quel point c'est essentiel dans un film. Et j'ai même pas parlé de la qualité générale du son, j'ai pris que des petits exemples. On a notamment aussi le passage devenu hyper classique avec le point de vue du Terminator qui est en train de chasser. Faut imaginer à quel point ça a été repris. Chaque élément de ce film a créé une trace dans l'imaginaire collectif. Et c'est ouf! Bref, on va continuer et on va parler de la musique. Donc prenons juste une seconde pour sortir du film et reparler un peu du contexte. Donc à ce moment-là de l'histoire, une grosse partie du film est dans la boîte, il y a plus de budget depuis longtemps ou presque, et on a besoin de son et de musique. Donc un grand nom de la musique, c'est mort, hein, on va pas faire appel à John Williams, surtout pour un tout petit premier film que personne n'attend avec son budget de 6 millions de dollars. À titre de comparaison, le flic de Beverly Hills, qui est sorti aussi en 84, c'est 13 millions de dollars. Là, on fait appel à un pro quand même, parce qu'il faut pas déconner, mais on va pas pouvoir avoir un orchestre, parce qu'il n'y a pas le temps, et il n'y a pas le budget, même un musicien en plus, c'est chaud patate. Entre alors en scène quelqu'un dont j'ai jamais parlé jusque-là, qui est Brad Fiedel. Donc il est né en 51 et compose pour le cinéma à petit budget depuis le début des années 70. Il est autodidacte en musique, mais jusque-là, il a quand même composé, il sait composer pour plein de styles différents.
même s'il est surtout connu pour des musiques d'action et de thriller, et son utilisation du synthé, il est extrêmement prolifique pour une carrière finalement assez courte. Donc son arrivée sur le projet, il n'est pas si étonnant que ça, même si au final, énormément de monde aurait pu être à sa place finalement. Donc vu le temps et le budget, la musique sera forcément uniquement ou presque du synthétique et du synthé. Heureusement pour le timing, après avoir vu la partie du film qui était déjà montée avec James Cameron, Brad Fiedel le soir même trouvera la rythmique et la mélodie principale du film qu'ils plieront tout de suite à James Cameron. Ça, c'est déjà une bonne chose de fait. D'ailleurs, dans le fameux making-of, Brad Fiedel il part de la partie rythmique comme tan-tan, tan-tan, donc la rythmique la plus métal que je connaisse. Jusqu'à ce que je me rende compte que... Voilà. Donc vraiment cette partie-là s'était présentée comme très vite validée par James Cameron, sauf que je suis pas complètement certain, et pour plusieurs raisons. Parce que ce rythme précis de tin-tin, tin-tin, dans le Terminator 1, on l'entend 7 fois dans tout le film. En tout cas sur celle qui est dispo sur Spotify, ne me jetez pas la pierre. Donc 3 fois au générique de début, 4 fois au générique de fin. Alors je le sais parce que je me suis refait la totalité de l'OST juste pour compter ça. L'utiliser avec parcimonie, je veux bien, mais sur 1h08 minutes, ça fait vraiment pas beaucoup pour quelque chose validé Day One d'aussi important. À moins que ce soit devenu important après. Et ensuite, la rythmique vraiment la plus importante sur tout le film, présent tout le long du métrage, beaucoup plus que le tin-tin-tin-tin-tin. C'est les 4 coups du cœur métallique du Terminator, qui font sentir le danger et la paranoïa pendant tout le film. Vous savez, la fameuse scène que j'utilisais en exemple pour illustrer l'importance de la musique. La deuxième rythmique a rendu fou un certain nombre de spécialistes de la signature rythmique, c'est une boucle que Brad a obtenue en samplant une poêle qui frappait. Et qu'il a mal géré le timing. Bon, je pense qu'il va falloir une deuxième parenthèse parce que ce qui fait la beauté de ce score, ça vient de ses imperfections et ça vient d'une limite technologique spécifiquement qui s'est arrêtée l'année où Terminator est sorti. Et je vais pas pouvoir vous en parler correctement si je détaille pas un petit peu qu'est-ce que c'est le format MIDI, qu'est-ce que c'est un séquenceur et qu'est-ce que ça change au score. Parenthèse. Au tout début des années 80, les synthés, séquenceurs et autres appareils électroniques musicaux sont déjà bien répandus. Ils commencent à prendre moins de place, comme tout électronique de manière générale, et ça devient un brin moins cher, donc on peut en avoir plusieurs. Sauf que les systèmes n'ont pas encore été envisagés pour fonctionner à plusieurs à la fois, connectés les uns aux autres, encore plus avec des marques et des systèmes différents à chaque fois. Donc chaque appareil opère à ce qu'on appelle en standalone, tout seul sans se préoccuper de ce que font les autres. Ramener à quelque chose de plus analogique, c'est comme si chaque membre d'un groupe était isolé et ne savait pas ce que faisaient les autres. Et une tâche simple peut très vite devenir compliquée, et surtout si on manque de temps. En juin 1981, pendant l'un des plus grands salons des professionnels de l'industrie musicale, le NAMM en l'occurrence, qui se déroule en Californie, les concepteurs de synthétiseurs Dave Smith de Sequential Circuits, Ikutaro Kakehashi de Roland et Tom Oberheim de l'entreprise Oberheim se rencontrent pour réfléchir ensemble à un standard d'information que pourraient partager tous ces instruments électroniques. Ce format, par exemple, il permettrait d'utiliser un seul clavier pour opérer plusieurs synthés à la fois. Mais ça permettrait également de synchroniser plusieurs appareils électroniques et séquenceurs. Au NAMM de 1983, la toute première démonstration publique du système MIDI, donc Musical Instrument Digital Interface, est faite entre un Jupiter 6 de Roland et un Prophet 600 de Sequential Circuits. Et en 1985 est lancé l'ordinateur Atari ST, qui sera l'appareil qui popularisera la norme MIDI pour le grand public. Pour rappel, Terminator il est sorti en 1984. Pour ce qui est du séquenceur, Wikipédia le définit comme un outil capable d'enregistrer et d'exécuter une séquence de commandes, par exemple une partition, permettant de piloter des instruments de musique électronique. Et avec ça en tête, on va pouvoir revenir à nos moutons, fermer la parenthèse, et on était au rythme qui rend fou les spécialistes de la signature rythmique, et s'il rend fou, c'est qu'il y a eu une légère erreur humaine. Brad Fiedel a apparemment commencé sa composition en enregistrant une poêle qu'il avait frappée pour en faire un sample, et utiliser un séquenceur pour en tirer un rythme légèrement mélodique, ce qui marche un petit peu comme une timbale, sombre, métallique et un peu vénère. Sauf que, comme la norme MIDI venait à peine d'être créée et que Brad ne l'utilisait pas encore, en ce fameux jour fatidique, à une heure tardive, dans une minute concentrée et dynamique, Brad Fiedel lève son doigt du bouton Record, un tout petit
petit peu trop tôt. Sauf que ça tourne bien, en fait, parce que, au risque de casser le mythe, il n'y a pas besoin d'avoir un rythme carré pour que ça soit entraînant. Il y a juste besoin que ce soit suffisamment répétitif. Bref, il y a un rythme qui tourne bien, qui est encore mieux en stéréo que le format de la musique elle-même, sauf que le film est en mono parce que il n'y avait pas le fric pour faire en stéréo, hein, on fait avec ce qu'on a. Encore une fois, 6 millions de budget, hein, cacahuètes, tout ça, je l'ai déjà dit. Et donc, sur cette rythmique, il pose son synthé pour le thème lui-même, qui est un petit peu l'humanité incarnée par Sarah Connor. Donc un peu tragique, qui doit faire face à des machines métalliques de la rythmique. Et là, on a le thème. Le reste, c'est l'arrangement. C'est bien plus tard, du coup, quand il sera question d'arranger la musique pour la jouer en live, en version orchestrale, qu'on se rendra compte que... on est censé l'écrire comment, en fait? On va passer les détails, mais le plus proche serait un étrange 13-16. Ne partez pas, je vais expliquer sans rentrer dans les détails. C'est encore un sujet technique où on pourrait se perdre des heures. On va y aller mollo. Les sound guys, calmez-vous. Les rythmes dont on a le plus l'habitude aujourd'hui, qu'on aura tendance à appeler carrés, sont en 4-4. Donc ça donne 1 et 2 et 3 et 4 et... entendu comme 4 groupes de 2. Là où 13-16, ça sonnera comme 3 groupes de 3 et 2 groupes de 2. Donc ça va donner 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Donc tout ce détour et parenthèse sur la technologie et les bases du rythme pour ça, 3 to doom et 2 doom? Oh que non, parce que ça encore c'est la partie facile. Ça c'est l'erreur qui tourne bien. De toute façon, il n'y avait pas le temps de vraiment profiner. Attendez un peu avant de dire que j'exagère. Donc ça, c'est simple. Tellement que c'est enregistré sans métronome, vu que c'est le séquenceur qui donne le tempo. Raison pour laquelle la rythmique est restée telle quelle. Imaginez maintenant le problème avec plusieurs séquenceurs à la fois, non synchronisés parce que le format MIDI il est arrivé à 14h. De temps en temps ça fait juste un peu étrange, mais il y a un endroit où ça s'entend vraiment bien. C'est dans le premier flashback de la guerre du futur. Dans cette musique, il y a plusieurs séquenceurs qui vont et viennent, comme ça peut arriver dans la musique du film autre part. Parfois ils sont joués en même temps, et à un moment donné, ça donne ça. Ça picouille hein, quand même, on est d'accord. Pendant une course-poursuite aussi, ça devient un peu chaotique. Eh bien, ça clash pas autant. Et qu'est-ce que c'est cool, putain! Dans tous les films d'aujourd'hui, les musiques sont calibrées. C'est propre, c'est cool, mais du coup, il y a toujours un sentiment de contrôle d'une certaine manière. On est toujours dans un espace safe. Parce que c'est contrôlé. Dans Terminator 1, ce chaos, il fait sens parce que les héros ne font jamais que courir ou fuir précipitamment un danger qui leur arrive dessus. La seule prise en main de la situation par Sarah, elle arrive à la toute fin du film. Et ça change tout, ils sont pas en contrôle, ils sont pas forts, ils sont pas fiers, ils font ce qu'ils peuvent pour survivre. Tout comme la musique a été un combat d'un homme contre ses machines d'une certaine manière. Part of the nature of the score is me trying to get control of the machines. Cet effet de désynchronisation, c'est plus une conséquence qu'une volonté. Il a vraiment fait son maximum pour en avoir le moins possible, et c'est pour ça que c'est très rare d'avoir plusieurs séquenceurs à la fois. Comme je disais, ils vont, ils viennent, mais se croisent rarement, ou très peu. Le thème de la guerre du futur se confond avec celle de Kyle Reese, puisque son identité principale, c'est d'être un soldat, justement. Donc le thème est sérieux, déterminé, et sur 3 temps qui s'insèrent très bizarrement dans le reste de l'OST, mais en même temps, cette guerre déborde sur son propre passé, et donc ça sonne comme ça. Le thème de Kyle, lui, se base sur les mêmes notes, mais en moins combatif premier degré, plutôt furtif, léger, fufu. D'ailleurs, le personnage n'est pas un Golgoth comme on les représente aujourd'hui, ou même un personnage tertiaire doit avoir un six-pack mannequin. Faut se calmer à un moment donné, les gens. C'est pas beaucoup mieux vu qu'il est sur 5 temps et sonne comme ça. Et je veux pas calculer sa signature rythmique, de toute façon le film c'est le chaos en termes de rythme. Le Terminator lui-même a ses 4 battements réguliers, et pareil aux Z, j'ai pas envie de calculer. Il y a un séquenceur pour toutes les phases de chasse d'une certaine manière, surtout en voiture et en camion, c'est ça. Et entre ça et la batterie avec l'écho, je refuse même de me poser la question du rythme, vraiment. C'est n'importe quoi. Les notes donnent un aspect vraiment chaotique et random, informatique, oppressant, surtout que c'est joué de plus en plus haut dans la scène de la poursuite en camion, donc on a une sensation d'urgence et de pression qui va vraiment en crescendo. Ça dure des plombes cette scène. Qu'est-ce qu'elle dure longtemps!
perdre pied comme ça dans une sensation de fuite à un danger juste derrière toi, c'est tellement urgent que t'as même pas le temps de réfléchir correctement. Et c'est là le génie de la musique de Terminator 1. C'est vraiment une musique qui se ressent comme aucune autre. C'est une musique qui n'existe que parce que ça a été fait dans l'urgence. Et là encore, je fais que parler des scènes d'action, parce que le film est principalement fait de moments de tension avec des drones électroniques, et qui me font penser un petit peu à des genres de miradors de prison. Je le vois vraiment comme le projecteur qui surveille les alentours, et qu'il faudrait contourner discrètement. Le film, le destin et le Terminator te surveillent constamment à travers ça. Et à ça, justement, s'ajoutent des moments plus horrifiques, mais toujours électroniques, avec les attaques du Terminator, saupoudrées par le violon hyper trafiqué au mixage, pour lui donner un air artificiel de Ross Levinson, parce que oui, il y a au moins un instrument réel, en plus de la poêle qui a été frappée. Le violon de Ross Levinson qui se fait plaisir avec des sonorités étranges sur la dernière partie du film que j'appellerais vraiment la séquence cauchemar. Parce qu'après le crash et explosion du canon citerne, le Terminator se révèle enfin sous son véritable aspect et toutes les mélodies précédentes disparaissent. Comprendre, il faut faire table rase de tout ce que tu pensais avoir compris. C'est une nouvelle menace. C'est pire qu'avant. Ils sont à bout de force, sans protection, sans dynamite, sans préparation. Ils n'ont plus rien. Il n'y a plus de séquenceurs malgré la présence de personnages qui avaient leur propre boucle. Par exemple, Kyle Reese, même le T-800, donc le robot Terminator, maintenant débarrassé de sa peau Schwarzy, il a plus son tin-tin-tin-tin. Donc vraiment, ça participe à la sensation qu'on a perdu pied parce que tous nos repères se sont effondrés. Toutes les musiques qui étaient là précédemment, tout le monde qui a été construit avant, a disparu. Du coup, on a des petits bouts de mélodie qui font à la fois office de jumpscare, alors pas exactement, mais effectivement la dynamique brutale joue là-dessus, et de tension suspense. La musique va surtout se concentrer sur la dissonance dans les aigus, à part les drones, eux toujours présents, pour ne pas rentrer en conflit avec le bruitage de machines qui justifie justement la désorientation du Terminator. Mais également pour marquer inconsciemment que ces machines, qui sont très bruyantes, voire plus bruyantes que le Terminator lui-même, maintenant qu'il se déplace, sont très dangereuses, peut-être autant que lui, peut-être même pour lui. Et après des péripéties, et vraiment regardez le film, à un moment donné j'ai pas de vous détailler, on nous refait encore le coup de nous mettre une musique douce façon générique de fin, faire genre que c'est fini alors que bim, le Terminator ne l'a jamais, et dans un emballement absolument terrifiant musicalement qui m'a beaucoup marqué quand j'étais petit. Et là, si c'était le chaos, si vraiment on avait fait table rase, mais là, plus rien ne fait sens. Là, on est sur la pure expression de ressenti, et le pire, c'est que ça enchaîne avec un crescendo tendu, mais tranquille. C'est vraiment tension finale insoutenable quand il tient Sarah, et on a droit à un one-liner absolument légendaire de Sarah Connor. Et la machine est détruite par une machine. Fin du Terminator. Pour sortir le cauchemar, rappelons que le personnage le plus humain de l'histoire, donc celui qui est représenté par les instruments analogiques, en opposition aux instruments électroniques, c'est Sarah Connor. La mélodie principale, c'est littéralement elle. Et d'ailleurs, elle est jamais jouée par un séquenceur, toujours à la main de ce bon vieux Brad. Bon, ok, je veux bien, la scène d'amour, c'est clairement un son synthé de piano, mais c'est ce qu'on aura de plus proche d'un instrument réel, puisque le vrai violon est modifié justement pour sonner artificiel. Bon, en dehors évidemment de la première présentation de Sarah dans une musique qui émule une chanson pop tranquille de l'époque, quand son innocence n'a pas encore été entachée par la guerre du futur. Donc, piano, guitare, et synthé comme des nappes de violon toutes douces et tranquilles. Et du coup, c'est un peu étonnant parce que pourquoi ne pas avoir joué des violons même au synthé, enfin un son violon au synthé plutôt que du synthé? Bah, je pense que c'est quand même pour garder une certaine cohérence. Parce que malgré la différence de ton, elle fait partie du même monde que ce qui va lui tomber sur le coin de la figure. Et comme sa présentation dans le restaurant se fait sans musique, on comprend qu'elle vit dans le monde réel de la réalité véritable, avant d'être happée et kidnappée par le fantastique de la science-fiction. Ah, c'était long, hein. C'était long, mais il y avait de quoi dire. Surtout qu'en plus, vous l'avez peut-être pas vu, mais après quelques mois, j'ai dû réenregistrer le dernier tiers de vidéo parce que j'ai pas bien fait mon boulot au niveau de l'éclairage, c'était n'importe quoi. Avant d'arriver à la conclusion, j'aimerais remercier ceux qui ont bien voulu participer à mes délires, notamment les potes du collectif du 404 Tendance Perdue que j'ai rejoint depuis la dernière vidéo. Et merci, grand merci à Lorelei qui a réalisé et monté la fausse Ponceau 404,
Ça a été un gros travail. Merci infiniment. Et évidemment à Mélène Khan d'avoir expliqué le principe du 404. Maintenant que c'est fait, comment on conclut tout ça? Parce que effectivement, j'ai parlé de mon film préféré, mais il y a quelque chose à en dire de tout ça. C'est pas juste parler de mon film préféré. En dehors du fait que le film est trop bien, le 1 c'est le mieux, je veux rien savoir, c'est surtout que, malgré le fait que ce soit une première réalisation, sans budget, enfin, avec un budget minimal, un budget ridicule même par rapport à ses ambitions, l'implication de chaque membre de l'équipe du film a réussi à créer un miracle. D'autres youtubeurs pourront vous expliquer l'aspect visuel, mais au niveau du son, l'équipe de Sound Design a vraiment fait de son mieux et apparemment passé énormément de temps à travailler le son des robots et des coups de feu pour être vraiment impactants. Évidemment, le travail de Brad Fiedel sur la musique est incroyable et aura un impact sur la musique de film en termes d'électronique après ce film, de manière générale. Donc le film est parfaitement un produit de son époque, avec toutes ses limitations. Il a réussi ce qu'il devait réussir avec brio et a fait le tour de force de faire de ses limitations une force. Ce qui aura fait la différence, c'est le sérieux et l'implication de toutes les personnes qui ont participé. Rien n'a été fait par-dessus la jambe ou avec ironie, et en est sorti un miracle incroyable. La qualité, le succès et l'influence de ce film dépassent largement les ambitions de chacun. Encore une fois, premier film, petit budget, personne ne l'attend. Donc si vous avez une idée, une envie, même si ça met du temps, même si vous avez la sensation que ça sert à rien, c'est votre création. Impliquez-vous et faites-le au mieux de vos capacités. Parce que c'est beau, putain. C'est beau. Votre projet, il est beau. Votre envie, elle est belle. Vous êtes beaux. Vous êtes tous beaux. Coupez tous. Vous êtes Il a tous bugué. beaux, j'adore. Restez à Vous êtes l'écoute beaux. et... Au fait, ce dossier a traversé l'enfer pour arriver dans tes mains. Tu me connais, je vais pas demander une médaille, hein, ni même de la reconnaissance. Je t'ai jamais tapé à 1 euro, même pas un ticket resto. Alors franchement, quand même, le minimum. T'aurais pas croisé un chat sur le chemin? Une certaine Madame Mitchell, ça va faire ça aussi. Elle chercherait un certain El Gato. Putain, tout part à volo. Y a plus de saison. Je peux plus faire confiance à personne, rien que l'autre jour. On a pris vachement de risques avec mon indique. Hein. Ton indique, elle bosse pour moi. Ça rime à quoi alors? Cette partie-là, c'est mon job.